Bonjour, Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend, on va bien. Super. D'accord. Je vais bien aussi. D'accord, donc je vais vous présenter le corrigé rapidement. Je pense que vous avez passé quand même du temps là-dessus. Pris le temps de découvrir un peu. Je n'ai pas ouvert les corrigés encore, euh, mais je vais vous présenter quelque chose qui est un peu comme un corrigé type, pas que nécessairement tout le monde devrait faire exactement la même chose. Donc, il faut, on va sur ce que j'ai écrit. Ben, je ne m'attends pas à ce que vous écrivez tout ça, mais ce qui a que, c'est que il y a des modèles simples et puis après, des modèles avec plusieurs variables. Donc, c'est le MV regress. Donc, pour ceux qui, oui, MV regress, pour ceux qui, je ne sais pas, pour ceux que les autres ont utilisé, mais il y a le MV regress qui est différent de regress. Donc, quand il y a plusieurs variables, donc multivariables, donc c'est ça. À la différence donc de regress, il y a le MV regress. C'est essentiellement les différences entre les deux types de travaux. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire donc choisir entre deux types de modèles. Donc, c'est le test donc, de L-ratio test. Je pense que c'est ce que j'ai mis aussi là-dedans. L-ratio test. Quelque chose de ce genre. Voilà, c'est... Donc, ça compare donc les maximums de vraisemblance pour voir lequel des deux, en fait, des deux modèles spécifiés est le meilleur. Je peux dire que c'est ce qu'il y a de nouveau dans le travail. Sinon, le reste, vous connaissez toutes les autres comment. Ou bien aussi, donc, comment retirer donc, la maximum de vraisemblance après avoir estimé donc, un modèle linéaire aussi. Voilà, donc, vous mettez le modèle, point, donc le log likelihood, donc le log du maximum de vraisemblance. À part ça, tout le reste, c'est comme habituel. Ok, donc on va y aller. J'ai déjà importé les données. Donc dans la base de données, voilà, on a ces variables. Donc ça fait, c'est une matrice. Donc notre base de données data, c'est une matrice. Il n'y a pas de nom de variable. Il n'y a pas de, il n'y a rien d'autre. Donc, ce n'est pas une table, mais une matrice, parce qu'il n'y a pas de nom de variable là-dessus. Et puis, après, donc, je vais calculer la variable, donc le rendement du marché. Bon, pas que je vais calculer, je vais l'extraire. Donc, vous voyez bien cette commande, on avait appris ce que c'est. Donc, data, c'est une matrice. Alors, quand je mets 2 points ici, virgule 1, ça veut dire que je vais extraire toutes les lignes, mais juste la première colonne. OK? J'exécute. Alors, ça me donne donc le rendement du marché. Donc, c'est la première variable, en fait, qui est dans la base de données. C'est ça, cette variable. C'est la même chose que là. Okay. Vous voyez, il n'y a pas de différence. OK. Alors, ensuite, je vais extraire donc le taux d'intérêt. OK. Fixe, rendement fixe. Et donc, c'est la deuxième variable donc de la base, vous le savez aussi. Ensuite, donc, maintenant, on va prendre donc l'actif 1. Donc, on va faire le taux d'intérêt donc, du premier actif moins le taux d'intérêt rendement financier. OK. Donc, dans le... Vous savez ce que c'est le RM moins, je ne sais pas, RF. Voilà, RM. Non, RI moins RF. C'est ce que je calcule. D'accord? Dans le cours, je fais la même chose. Bon,
c'est un peu aller plus proprement, plus rapidement, en n'écrivant pas chaque élément ligne par ligne, mais en faisant peut-être, je ne sais pas moi, peut-être une boucle for, parce qu'on va faire quelque chose de ce genre. For, ok, for i allant de 3, ok, à 6, ok. Puis ce que je vous allais faire, c'est que, ou bien, vous allez calculer un vecteur actif, c'est-à-dire que vous le prenez comme une matrice, et puis vous le nommez actif. Attendez, je vais mettre i allant de 1 à 4. C'est mieux comme ça. C'est le même travail, hein? Je vais juste faire la même chose. Donc, je vais dire que je vais définir actif comme une matrice. OK. Combien de lignes? Bon, il faut que je définisse d'abord donc la ligne. Donc, c'est 500 bien sûr, mais je ne vais pas mettre 500. Donc, je sais que quelque part là, si je définis ça, le T, il prend donc la taille. Mais bon. Bon, je vais mettre 500. OK. Vu que ça fait partie de la correction, c'est une autre méthode que je vous montre. Je vais mettre 500 et puis je vais dire que ça prend 4 variables. OK. Donc, je l'initialise en fait, quelque sorte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vais trouver donc c'est-à-dire que je vais extraire, je vais calculer. Souvenez-vous, c'est ça que je veux. OK. Je vais le supprimer après. Cette partie que je suis en train de vous montrer, je vais le supprimer après, juste pour vous montrer. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé donc la boucle for, c'est pour vous que je le fais, pour vous montrer que ce que j'ai fait ici, ligne par ligne, vous pouvez le mettre dans une boucle. C'est-à-dire que vous dites que, OK, donc la base actif 2.i, ça veut dire que toutes les colonnes sont connues, et puis la ième colonne, toutes les lignes pardon, sont retenues, et puis la ième colonne, donc qui va varier de 1 jusqu'à 4, va être donnée par d'état. Donc pour i égale à 1, c'est que vous devez prendre la troisième colonne. Donc là, ça va faire i plus 2. OK? Puisque pour i égale à 2 aussi, vous prenez la quatrième colonne. Donc à chaque fois, ça fait i plus 2 moins rf. OK? Donc vous allez voir que je vais l'exécuter, vous allez voir ce que ça va donner. Donc ça vous donne en fait, vous voyez, ça vous donne actif 1, actif 2, actif 3, actif 4. Mais tous les 4, en fait, je les ai mis en fait dans une matrice active. OK? Où on a calculé donc le RI moins RF. Donc vous allez voir que c'est ça, c'est exactement le actif 1. OK, voilà, actif 0.058, 0.055, 0.055, 0.68, 0.18, 0.18. Donc en fait, c'est une manière de le faire et puis maintenant vous pouvez extraire d'ici. Mais bon. Donc, pour dire que je vais suivre la logique que chacun a adoptée, mais l'essentiel, c'est de se retrouver avec donc, un vecteur qui serait le RI moins RF. Donc, après ça, on met maintenant tout ça en fait dans la Y0. Donc, vous comprenez avec moi que ce Y0, ce n'est rien d'autre que cette matrice active que je viens de calculer. Okay? Donc, il y a plusieurs manières donc, de procéder. C'est que, si vous voulez, je vais faire Y0 moins actif. Vous allez voir, ça donne 0, 0, 0. Pourquoi ça donne 0, 0? C'est parce que les deux sont identiques. Okay?
J'espère que vous me suivez. Parfait. Alors donc, ce premier partie, en fait, c'est c'est une sorte de manipulation pour avoir nos vecteurs, nos variables. Voilà. Et puis le n, vous savez que... non, ça, c'est pas la taille de l'échantillon. C'est plutôt le... Oui, c'est la taille, pardon. Mais vous savez que le vecteur size, ce que ça fait, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais ça vous donne en fait, donc si vous mettez size donc de quelque chose, ça vous donne en fait les lignes et puis les colonnes. Donc size vous retourne en fait la ligne et le nombre de lignes et puis le nombre de colonnes donc de votre élément, donc une matrice. Donc si c'est un vecteur, il va vous donner le nombre de lignes et puis 1 comme nombre de colonnes. Donc c'est une matrice. Alors, si vous mettez virgule 1, c'est que vous voulez le nombre de lignes. Si vous mettez virgule 2, c'est que vous voulez donc le nombre de colonnes. Donc, alors, regardez voir, je sais que, je ne sais pas, vu que je donne le labo pour ECO 8600 aussi, donc je ne sais plus trop si j'avais fait ça avec vous. Donc, c'est ça. Donc, D equals size of X, donc, for M by N matrix, return the two element row vector. Donc, c'est ça en fait. Donc, ça va vous retourner en fait le Mn donc, à deux éléments qui n'est rien d'autre que donc le M étant le nombre de lignes, N étant le nombre de colonnes donc, de la matrice X. Donc, si vous mettez ça égal à ça, donc ça va donner deux éléments. Alors, si vous voulez juste avoir le nombre de lignes, alors, ce que vous faites, c'est voilà, ici par exemple, size 2, ça va vous donner donc le nombre de colonnes, donc M2. Bon, vous pouvez le lire encore davantage là-dessus pour en savoir. Je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont expliqué quelque part ici? Size, virgule 1, virgule 2. OK, c'est ça. Donc, si vous mettez size x virgule dim, donc dimension, donc returns the length of the dimension specified by the scalar dim. Okay, donc, si vous mettez 1, ça vous donne la dimension 1, c'est-à-dire la ligne. Si vous mettez 2, ça vous donne donc les colonnes. Donc, par exemple, size x1 returns the number of rows. Donc, ça vous retourne donc le nombre de lignes, parce que la dimension, c'est ligne-colonne. Okay? Donc, mn, c'est ça, mn, donc ligne et puis colonne. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je fais ici. J'essaie de les mettre dans une variable, comme d'habitude. C'est toujours mieux de les avoir dans une variable comme ça. Même si votre base de données change, vous n'aurez pas à souffrir donc de l'actualisation de votre code. Vous pouvez toujours exécuter le même code si votre base a été modifiée. Okay? Mais pour le cas du travail, si quelqu'un met directement 500 ou whatever, directement, ce n'est pas un problème. Alors ici, on prend le rendement excédentaire, ça fait le rendement du marché moins le RF, OK? Le rendement fixe, OK. Donc, on exécute aussi. Et puis, on va donc mettre donc, le rendement excédentaire dans donc, la première colonne de la matrice X0. OK. Parfait. Alors, tout ce qui suit ici, là, ça, c'est vraiment de la beauté. C'est pour afficher les résultats plus proprement. Donc, disp, ça permet d'afficher tout ce que vous allez mettre à l'intérieur. Par exemple, ça. Si vous mettez 10 pour ça, vous voyez, vous affichez un résultat, en fait. C'est une ligne blanche. OK, ici. C'est une ligne totalement qui est blanche. Si je l'exécute encore, vous allez voir, il y a une ligne blanche, en fait, qui s'affiche. Et là, quand je mets ça, il va vous afficher vraiment tout ce qui est écrit entre les codes. OK. Donc, modèle univarié, sans contrainte, numéro 1. OK.
Okay, si vous n'avez pas mis les codes, bon, il va mettre erreur. Ah bon, ça c'est du b.a-ba. Alors donc, on va estimer d'abord donc le premier modèle. Donc, on va prendre donc la première variable de y0, donc l'actif 1. On va le régresser donc sur le rendement. OK? C'est ça essentiellement le travail. On fait ça. Et on va afficher les coefficients. Donc, si vous voulez, si vous avez un modèle, si vous avez utilisé le fit LM, je vais juste vous dire que vous pouvez mettre le nom du modèle. Ce qui est bien avec le fit LM, c'est ça. Vous pouvez mettre point coefficient. Je vais mettre le petit c pour voir si ça va marcher. Ok, ça ne marche pas. Le petit c. Voilà, donc c'est le grand C qu'il faut mettre. Hein. Alors, il vous donne les coefficients. Ou alors, vous pouvez juste mettre le LM1. Il va vous donner beaucoup plus d'éléments. Okay. Là, il vous donne le modèle qu'il a estimé. Il vous donne quoi encore? Il vous donne les coefficients. Il vous donne le R carré, la F stat, le R carré ajusté, la F stat, le nombre d'observations et le degré de liberté. Donc, il vous donne tout ça. Bon, je pense que maintenant, vous pouvez recueillir. Donc, vous pouvez toujours aller de la même manière que vous pouvez avoir donc, les coefficients, vous pouvez aussi stocker donc, le log de la vraisemblance. C'est ça. C'est dans ça. Donc, vous le stockez dans cette variable log1. OK? Je rappelle que c'est ça. Le code, c'est que vous mettez le modèle que vous avez mis, et puis vous mettez le log likelihood. OK? Il vous le donne. C'est ça. Donc, on prend donc la vraisemblance. Donc, c'est qui a max. Parce que là, n'oubliez pas, on prend la vraisemblance et on va le tester. OK? On va prendre donc on va le stocker pour l'instant. OK? Donc, on va passer donc au modèle avec la restriction. Qu'est-ce que je fais? Non, ça c'est le modèle sans restriction. Et puis on va passer au modèle avec... bon, prenons la deuxième variable d'abord. Après, on va passer au modèle avec restriction. Donc, on va faire toujours l'estimation, mais là, cette fois-ci, de l'actif 2. Donc, sur le rendement donc, du marché, on fait la même chose. On peut toujours afficher les coefficients. Et puis, on stocke donc la vraisemblance, le log de la vraisemblance. OK. Ensuite, pour l'actif 3, toujours le fit LM. Vous pouvez afficher les coefficients pour vous regarder si vous voulez. Puis, on va stocker donc la vraisemblance. Pour l'actif 4, on estime toujours le modèle. On peut afficher. Puis, la vraisemblance. Alors, ici, donc, on va passer maintenant au modèle avec contrainte. OK? Alors, on va mettre donc dans A1, X0 et l'actif 1. Ce qui tombe, on va voir ce que ça donne. OK. Bon, lui, il vous donne en fait une table. Hein. Il va vous retourner une table. Voilà. Pas comme la différence avec, c'est qu'il vous met en même temps le nom des variables là-dessus. C'est en cela que ce n'est pas une matrice. OK? Parce que si vous voulez, essayons, vous allez voir, essayez de faire 1 de 1, 1. Il vous dit que non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas inverser une table. Ce n'est pas une matrice. Par contre, si vous aviez supposé d'avoir, au lieu d'écrire table, ça, vous faisiez ceci. Ça.
je vais mettre A1, OK, égale x0, virgule, actif 1, OK. Est-ce que c'est virgule? Oui, virgule, c'est pour mettre côte à côte, OK. Point virgule, c'est pour mettre à la ligne, à la suite, en bas. Alors là, ça vous donne la même chose, mais cette fois-ci, le A à 1, lui, c'est une matrice. Il n'y a pas de nom de variable là-dessus. Okay, vous voyez? Et là, si vous voulez essayer de faire l'inverse de cette matrice, vous allez voir. Ah non, il refuse, excusez-moi, parce que ce n'est même pas une matrice carrée. J'ai été un peu... écoutez, on va faire ça comme ça. On va faire son prime multiplié par lui-même, là, OK? Là, ça vous donne des choses, vous pouvez l'inverser même d'ailleurs, si vous voulez. Vous pouvez l'inverser. Moins 1. Et là, ça marche. Okay. Je vais faire ça pour vous montrer. Voilà, donc le 1 et puis le supposant moins 1, ça marche, ça donne la même chose. Par contre, si vous prenez donc le A1 et puis vous voulez le multiplier par 100, ça ne marchera pas parce que c'est ça, c'est une table et non une matrice. Alors par contre aussi, si vous voulez faire le fit LM donc de A à 1, ça ne va pas marcher non plus. OK? Parce que si on veut faire le fit LM, soit vous mettez donc les noms de vos variables dans le fit LM, soit vous mettez une table. OK? Vous mettez une table. Donc, ce qui fait que ici, le fait d'avoir défini donc le A1 comme une table, si on la met okay, dans le fit LM, on va lui donner maintenant l'équation qu'on veut. Okay? L'équation, c'est que on veut régresser l'actif 1 sur donc, x0 moins 1. OK, attendez. Vous savez pourquoi j'ai mis le moins 1? C'est à cause de la constante. OK? Alors, on va voir ce que ça donne en fait les coefficients de ce modèle. Donc, vous voyez, parce que là, en faisant moins 1, attendez, à cause de la constante, ben, vous voyez l'écran, le blanc? Oui. OK. Voilà, donc si je veux estimer y égale a plus bx, bon, plus epsilon. Alors, ce qui se passe, c'est que vous savez que si on veut mettre ce modèle sous forme matricielle, ça fait A, non, pardon, ça fait 1, 1, puis x1 jusqu'à xt. Le tout multiplié par A, B. Alors, le fait de faire ce truc-là, moins 1, si on fait ça, moins 1, si c'est qu'on enlève en fait cet élément. Parce que c'est comme chaque élément, chaque ligne serait ça par exemple. C'est comme dans le fit LM, l'équation que vous spécifiez, vous ne mettez pas des coefficients, vous mettez juste 1 plus x. Et il va vous estimer ce modèle-là. Alors, si vous dites l'équation, c'est plutôt
C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit x, vous dites x moins 1, ok? C'est que ce qui va se passer, c'est que ça fait x moins 1 plus 1, donc ils vont se simplifier et puis il va rester juste x. Parce que le fit lm, n'oubliez pas, si vous mettez fit lm, je vais poser le temps, on va regarder ensemble. Si vous mettez fit lm de x0, y, je vais mettre actif 1. Si vous mettez ça, okay, lui, il va vous faire quelque chose du genre 1 plus x, 0 en même temps, parce qu'il introduit la constante automatiquement. OK. Alors, si vous mettez ça, il vous dit que ce qu'il fait, c'est... Oui, le coefficient va être pareil. Hein. Attendez, je vais voir. Est-ce que le coefficient a changé? Parce que c'est une constante, moins 0,54. 0,54, 0,54. Ouais, c'est le même. C'est le même. Ah non, c'est différent. C'est pas le même coefficient. Ça change, la constante change, mais le coefficient ne change pas. Vous allez voir que même les RK ne vont pas changer parce que c'est juste une constante que j'avais ajoutée. OK? Faisons ça ici, voilà. Mettons moins 1 au niveau de celui-là, voilà. Non, moi, ça ne devait pas changer. Ouais, la constante va juste changer, mais le coefficient ne doit pas changer. Tout cela ne va pas changer non plus. Alors, donc, ici, l'avantage, c'est que si vous mettez le table, donc le fit lm donc, de table, vous-même, vous pouvez spécifier donc l'équation. Et ça fait que ici, ça retire en fait donc la constante donc, au niveau de la régression. OK. Donc, le MDL. Oups. Le MDL vous donne en fait quelque chose de ce genre. 0,54. OK. Alors, on va stocker aussi le maximum de vraisemblance. OK. Et puis, on va refaire le même travail pour tous les autres, les autres variables aussi. On va fichier de coefficient, on va stocker le maximum de vraisemblance pour l'actif 3. On estime le modèle. On visualise le modèle. On stocke donc le maximum de vraisemblance pour l'actif 3. La même chose pour l'actif 4 aussi. OK. On peut regarder le coefficient. Et on met donc le maximum de vraisemblance. Bon, ça dépend de... Vous aussi, vous pouvez le faire autrement. Je ne sais pas comment vous l'avez fait. Je n'ai pas encore regardé. Mais c'est de la manière la plus simple que j'ai essayé de vous présenter quelque chose. Le but ici, c'est d'arriver en fait à ce truc-là. Le L-ratio test. Donc, le test donc, de pouvoir choisir donc, entre deux modèles. Donc, par exemple, donc, le modèle de... Comment on appelle ça? Variable instrumentale. Oui. Si vous estimez donc les variables instrumentales, donc la double moyenne carrée ordinaire, et puis vous estimez aussi donc le modèle simple, et puis vous voulez, comment on appelle ce test? Le test de Rosman, oui, c'est ça. Donc le test de Rosman vous permet donc de faire donc le choix entre deux modèles. L-ratio, c'est un test en fait qui compare donc les maximums de vraisemblance donc du premier modèle avec le deuxième modèle, et
vous donne en fait s'il faut garder le premier ou le deuxième. Si ça donne 1, c'est que c'est l'alternative, on garde le deuxième. Si ça donne 0, c'est que on garde le premier. OK? OK, donc c'est ça en fait. It's a Boolean decisions for the test with length equal to the number of tests. Values of each equal to 1 indicate rejection of the null restricted model in favor of the alternative unrestricted model. Donc, en fait, si, ce que j'ai dit, hein, si h égale à 1, c'est que vous devez rejeter donc l'hypothèse nulle. Donc, le premier modèle n'est pas bon. Donc, c'est le modèle alternatif, en fait, qui est accepté. Si h égale à 0, c'est qu'on rejette le modèle alternatif, on garde le modèle, le premier modèle. Voilà. Donc, le but, c'est d'arriver là. Donc, estimer deux modèles, garder le log de la vraisemblance et maintenant les comparer au travail donc, de L-ratio test. OK? Alors, donc, comment ça se fait maintenant? C'est que, vous savez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va mettre tout ça dans une matrice. OK? Qu'est-ce que ça fait? Donc, si on met ça dans une matrice, c'est que ça, c'est pour le modèle sans restriction. Et ça, c'est pour le modèle avec restriction. Parce qu'à cause de point-virgule, dès que vous mettez point-virgule dans une notation comme ça, c'est que vous êtes en train de créer une matrice, mais ça, vous allez à la ligne. OK? C'est que vous allez à la ligne directement. Et puis maintenant, bon, vous utilisez une boucle. Bon, finalement, j'ai décidé d'utiliser une boucle ici, mais... Donc, la boucle, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça répète plusieurs fois des tests et vous font sortir donc des p-values et des h. Donc, les h, 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0. Et les p-values, bon, c'est juste pour vérifier c'est quoi exactement. Mais bien entendu, si h égale à 1, c'est que la p-value est faible. Si h égale à 0, c'est que la p-value est élevée. Okay? Puisque la p-value, c'est le risque qu'on court en enregistrant l'hypothèse nulle. Donc, c'est ça. Plus la plus-value est élevée, plus le risque qu'on court en enregistrant l'hypothèse nulle aussi est élevé. Donc, on accepte l'hypothèse nulle parce que le risque qu'on court est élevé. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer encore ici? Alors, donc, on fait le L-ratio test. Donc, pour chaque... vous voyez, donc, on va comparer ça à ça. Donc, d'abord, on prend 1, donc première ligne. OK? Et IM colonne. OK? Donc, après, ça sera ça. Donc, on va comparer ça avec ça. Oui. Et puis ça, c'est la deuxième ligne, première colonne. Supposons que I égale à 1 d'abord. Donc, ça fait première ligne, première colonne, avec deuxième ligne, première colonne. Donc, première ligne, première colonne, deuxième colonne. Donc, c'est le contraint contre le non contraint. Qu'est-ce qu'il y a contre le non contraint contre le contraint? On va voir ce qu'on va choisir là-dedans. Et ici aussi, deuxième ligne, deuxième colonne. Non, première ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, avec deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, I égale à 2. Ensuite, I égale à 3, I égale à 4. On fait la même chose. Donc, je pense que vous êtes à l'aise avec la boucle for. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce H, en fait, c'est un vecteur. H sera un vecteur parce qu'on a mis chaque fois H de I. Donc, H sera un vecteur donc, de 4 éléments. La p-value aussi sera un vecteur 4 éléments. Donc 0, 0, 0, 1. Donc tout ça, on garde le modèle contraint et puis, non, le modèle non contraint. Ensuite, le modèle alternatif, donc le modèle non contraint pour le quatrième, pour l'actif 4. Et vous voyez bien, la p-value est grande dans les 3 cas. Et dans le dernier, la p-value est faible. Okay, donc le risque qu'on court en rejetant l'hypothèse nulle est faible, donc on peut le rejeter. Donc ici, on accepte le modèle contraint. OK.
Donc, c'est la première nouvelle chose, en fait, comment faire le L-ratio test. C'est juste ça qui est quelque chose de nouveau, je dirais. Et puis, la deuxième chose qui est nouvelle, dont j'ai parlé, c'est le MV-Regressed. Donc, avec donc, le modèle multivarié. OK? Donc, on régénère maintenant. On va introduire donc la constante, le 1, 1, 1. Voilà, donc c'est le 1, 1, 1 qu'on met, qu'on ajoute. Et puis maintenant, on fait le MV-Regressed. Donc, quand on fait le MV-Regressed, c'est qu'il va faire Y0. Voilà, donc il a 4 variables. Le X0, il y a la constante avec donc la variable rendement. Alors, bon, je vais taper help MV-Regress. On lise ensemble un peu là-dessus. Donc, le MV-Regress, c'est Multivariate Regression with Missing Data. Donc, même s'il y a des données manquantes, c'est une régression multivariée. Donc, le X et puis le Y. Donc, la variable dépendante qui est là performs a multivariate relation of the multivariate observations in the N by D matrix Y on the predictor variables in X. Donc, vous voyez exactement comme vous l'avez vu au cours. Donc, le Y, en fait, c'est multivariable, en fait. Donc, ce n'est pas juste une variable dépendante, en fait, qu'on régresse sur une variable, des variables explicatives, mais c'est plutôt plusieurs variables dépendantes. Donc, c'est cette fonction-là. Je ne sais pas si d'autres personnes utilisent d'autres fonctions, mais c'est ça que moi, je connais. Je ne sais pas, je verrai dans les travaux ce que les autres ont fait. Puis bon, je vais faire des recherches là-dessus, si MATLAB va m'expliquer un peu. Alors, donc c'est ce qu'on va faire. C'est juste ça. Et puis on va stocker donc les autres éléments donc dans ces différentes variables. Il vous l'explique ici. Hein. Si vous mettez bêta, sigma, résidu, var paramètre, donc ça va vous retourner une estimation de la covariance matrice des estimés. Donc la matrice de la variance covariance donc des estimés par défaut. Or if the var format parameter is, excusez-moi, par défaut, if the function is beta, C0. Okay. Va parameter is the estimate. Okay. Donc, par défaut, c'est la matrice de la matrice de la variance covariance, donc des coefficients bêta. Okay. C'est par défaut. Okay. Ça vous retourne un peu ces éléments. Donc, vous pouvez vous-même les spécifier. Si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres éléments comme objective. Ça va vous donner encore la valeur donc, du maximum du log de la vraisemblance. OK? Vous pouvez ajouter ça. Quelque part, je l'ai ajouté. C'est ça. Donc, bon, je l'ai noté en même temps. Vous pouvez changer ici pour mettre objective aussi. Il n'y a pas de souci, mais BU, sigma U, résidu, var U et tout le reste. Alors, donc, on va afficher tout ça. Donc, la matrice des estimés, les coefficients estimés sont ça. OK. Assurément, ça, c'est pour la constante.
Puis ça, c'est pour la variable x0, donc le rendement. Donc pour chaque actif, bien entendu. Okay. Et les sigma U. Donc la matrice de variance-covariance du modèle multivarié sans contrainte. Et log de la vraisemblance du modèle multivarié sans contrainte aussi. Oups. C'est quoi mon... OK. Bon, disons que j'étais arrivé, mais ça défile, ça remonte. Bon, OK. Voilà, donc on a ça. Après, on va retourner au modèle avec contrainte et puis estimer encore et faire donc la comparaison. Je vais utiliser ça. OK, c'est mieux comme ça. Alors, avec restriction, là, vous voyez, on a mis juste I0, il n'y a pas donc la constante. On va faire la même chose et présenter les résultats. Donc, on a le coefficient donc pour chaque actif. Donc, le sigma. Voilà, donc le log de... Ça, c'est la matrice donc des variances, des estimés donc de la matrice de variance ou covariance. Les estimés. Et puis, donc, la vraisemblance. OK? Alors, donc, on va faire toujours donc, le L-ratio test. Donc, on met les deux logs. Et ça, c'est le T, c'est donc le nombre donc de... le T, c'est la dimension. Si on voit le nombre de vecteurs, le nombre d'éléments. C'est ça, le nombre de colonnes. Je pense que c'est 4. Hein. Le T doit être 4. Voilà, c'est ça. Donc, le T, ça vous donne un peu donc, le nombre de variables que vous avez mis dans l'estimation. Pour faire le L-ratio test ici aussi. OK. Là, ça vous sort le H et puis la p-value. OK. Donc là, on a juste deux modèles. Il n'y a pas plusieurs modèles. On a juste deux modèles. Modèle à contrainte, puisque on a mis toutes les variables ensemble pour faire l'estimation. Et OK, on voit qu'il dit de choisir le modèle alternatif, donc le modèle avec contrainte. Et ici, la p-value est faible, donc on ne court aucun risque en rejetant l'hypothèse nulle qui est le modèle sans contrainte. OK? Donc, je récapitule en résumé, c'est qu'il y a deux éléments essentiels en fait, qui viennent s'ajouter à votre connaissance. C'est l'utilisation de L-ratio test et puis le MV regress. Le MV regress. Donc, on va faire donc des régressions multiples. Et puis là, ça vous donne en fait de faire le choix entre modèle contraint, modèle non contraint. Donc, on voit que dans les cas où on le fait individuellement, on voit que c'est la dernière variable seulement. C'est la dernière variable, l'actif 4, qui demande de retenir le modèle sans contrainte. Mais quand on les met tous ensemble, il dit qu'on peut rejeter qui est le modèle sans contrainte. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Allô?
Est-ce que vous avez des questions? Ok, ça veut dire que non. J'espère que tout le Non. monde a envoyé le labo, enfin, les TP. Ok, c'est parfait. Donc, semaine prochaine, là, normalement, je sais qu'il y a un TP que je vais vous présenter au MATLAB encore. Donc, mais je ne pense pas que ce sera le vendredi prochain. Je vais vous écrire pour vous donner la date donc, de notre prochain TP encore sur MATLAB. OK. Donc, S'il vous plaît, j'ai une question. oui. Est-ce que le test Word ne marche pas avec la deuxième question? Le test de Word. Ouais. Pour choisir donc entre deux modèles. Non, en fait, c'est pas pour choisir, mais l'objectif, c'est de tester la validité de mes DAF dans le modèle multivarié. Mais comment vous faites la validité de... Parce que la question c'était de... donc le modèle contraint... Pardon? Non, la question du TP, ce n'était pas entre le modèle contraint et le modèle non contraint. C'est lequel? Non, dans ce TP, parler de la validité de... Oui, la question, elle traite la validité du MEDAF dans le cas multivarié. Elles n'ont pas spécifié est-ce qu'on utilise le modèle contraint ou le modèle non contraint. Bon, dans le cours, est-ce que vous avez utilisé le test de Word pour le faire? On a utilisé, en fait, j'ai le cours devant moi. On a fait lorsqu'on a traité le modèle lorsqu'on a utilisé le modèle Sharp Linear. Ouais, on a utilisé le test de Word pour le multivarié. On a dit que le test de Word qui a une statistique bien spécifique, sous H0, elle suit une Ki2 de n degrés de liberté. Pour ce cas-là. Après, on a vu une autre manière d'estimation. C'est un test d'hypothèse comme alternative au test de Word. Dans ce cas-là, on a utilisé le principe de likelihood duration, c'est-à-dire la statistique LR. Mais je pense qu'on peut l'utiliser les deux. Ouais. Bon, je vais regarder. Je pense que le professeur m'avait envoyé les notes de cours. Je vais regarder aussi pour voir ce qu'il y a. Mais ce qui est sûr, comme j'ai dit, c'est un corrigé type. C'est pas que OK, tout le monde doit faire comme ça. L'essentiel, c'est que ce que vous avez fait soit cohérent. OK? Ok, non, parce que je pensais que, vu votre explication, comme si la question était de comparer entre le modèle contraint et le modèle non contraint. Bon, quelque part, ça revenait un peu, mais on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode-là pour tester la validité. Oui, et c'est ça, parce que la question était en général, c'est de tester la validité de mes DAF. La première question, c'était pour le cas univarié, le deuxième, c'est pour le cas multivarié. C'est parfait. Ok, c'est juste pour confirmer. Ok, ça marche. Ok, merci, je vous remercie. Bienvenue. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ok, d'accord. On n'a plus de questions, donc on va se dire à bientôt. Bonne soirée à tout le monde.